Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, ça va être la deuxième partie, là, la deuxième moitié de la section S05, donc la vidéo qui s'appelle S05B. Voilà. Donc c'est ça, juste je reviens sur la dernière acétate là, de la section précédente. Ce qu'on avait dit, c'est que on avait vu toutes les lois de Kepler. En fait, il y en a trois. On appelle ça les trois lois de Kepler. Et juste rappeler rapidement là, que Kepler, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris les données qui lui avaient été léguées là, par Tycho Brahe et il avait juste observé ça et il avait été capable de comprendre, de voir les différents patterns là, qu'il y avait avec les données et il a été capable de formuler ce qu'on appelle aujourd'hui les trois lois de Kepler qui nous dit entre autres là, que bon, les planètes ont des orbites elliptiques autour du Soleil. La vitesse des planètes va changer le long de leur orbite. Elles vont aller plus vite quand elles sont proches du Soleil, elles vont aller plus lentement quand elles sont loin du Soleil. Et il avait remarqué aussi qu'il y avait un lien là, direct entre la période et le demi-grand axe de l'orbite des planètes. Mais comme j'avais mentionné, il avait remarqué ça, mais il ne savait pas pourquoi c'était comme ça. Il n'avait pas réussi à fournir d'explications sur la nature des forces en jeu là, qui allaient donner ces effets-là. Mais en tout cas, il avait remarqué que c'était comme ça, mais il ne savait pas encore pourquoi c'était comme ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant à la section S05B. On va comprendre, dans le fond, pourquoi c'est comme ça, prouver ou en tout cas mieux comprendre pourquoi les planètes ont ce mouvement-là. Autour du Soleil. Et vous allez voir, ça s'est fait plutôt avec Newton. C'est vraiment Newton là, qui a compris comment ça fonctionnait et qui a établi en fait là, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de la gravitation universelle de Newton. Parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est véritablement la gravité qui est responsable de la forme que les orbites vont avoir. Ça a pris un certain temps avant que ça débloque un peu là, cette compréhension-là, parce que pendant un certain temps, les gens pensaient que les planètes avaient comme une espèce de mouvement naturel, puis que le mouvement naturel des planètes, c'était de tourner. Okay? Donc à ce moment-là, les gens se disaient, ben là, si le mouvement naturel d'une planète, c'est de tourner, les gens n'avaient pas besoin de chercher d'explications quelconques sur qu'est-ce qui ferait dévier les planètes de leur trajectoire. Ils se disaient, ben leur mouvement naturel, c'est de tourner. Fait que c'est ça, c'est normal. Okay. Juste un petit peu plus tard que les gens ont réalisé que non, en fait, la tendance des objets, c'était... en fait, ça a été formulé un peu bizarrement, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît là, sous la forme de la première loi de Newton, qui s'appelle le principe d'inertie. Donc, on sait qu'un objet qui est en ligne droite va avoir tendance à continuer son mouvement en ligne droite à vitesse constante, sauf s'il y a une force qui s'applique sur lui. Puis la force, à ce moment-là, peut le faire dévier de sa trajectoire. La force qui est appliquée sur un objet va lui procurer une accélération. Puis l'accélération, on sait c'est quoi, c'est un changement de vitesse. Okay? Donc c'est ça un petit peu qui est arrivé. Puis c'est comme ça que les gens ont fini par comprendre comment ça fonctionnait les orbites. Parce que imaginez que vous avez par exemple le Soleil qui est ici. Et vous avez une planète okay, qui est en orbite. Okay, fait qu'elle va décrire là une espèce de... Ça pourrait être une ellipse, ou pour l'instant on va dire que c'est un cercle. On va juste avoir l'idée là, globale. Donc la planète tourne comme ça, décrit un cercle autour du Soleil. Donc, dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que si à un instant quelconque, disons à ce moment-là, la planète est en train d'aller, disons, vers la droite, avec une certaine vitesse, hein, s'il n'y avait pas de force quelconque, s'il n'y avait aucune force, qu'est-ce qui se produirait? Ben, la planète ferait juste, selon le principe d'inertie, elle ferait juste continuer là, en ligne droite à vitesse constante. Elle irait juste vers la droite comme ça à vitesse constante. Elle ne serait pas en orbite autour du Soleil, elle ferait juste continuer en ligne droite. Okay. Et là, ce que les gens ont compris peu à peu, puis entre autres ce que Newton a compris, c'est que, dans le fond, il y a une force d'attraction. Donc, le Soleil, entre le Soleil et la planète, il y a une force d'attraction. Donc, le Soleil, là, ce qu'il fait, c'est que véritablement, il tire là, la planète vers lui. Okay? Avec une force qu'on va appeler plus tard la force de gravité. Et ce que ça va faire, c'est que, dans le fond, dans un certain intervalle de temps, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme les deux mouvements qui se produisent en même temps. Donc, disons que à t égale à 0, la planète se trouve là. Là, on dit, mettons, à t égale à, je sais pas, une seconde. Mettons, qu'est-ce qui va arriver à un certain intervalle de temps plus tard? Ben, s'il y avait juste la vitesse, okay, la planète, elle aurait juste continué en ligne droite à vitesse constante. Fait que, mettons, elle serait rendue ici. On va dire, elle aurait parcouru une certaine distance comme ça en ligne droite à vitesse constante. Okay? Mais en plus, c'est que pendant que la planète faisait ça, ben, en même temps, le Soleil, lui, il l'a attiré vers elle par la force de gravité. Donc, pendant ce même intervalle de temps-là, la planète, elle s'est un petit peu faite attirer par le Soleil. Donc, en quelque sorte, elle est tombée vers le Soleil d'une certaine distance. Et c'est ce qui fait en sorte qu'elle est rendue à ce point-là.
Okay. Et après ça, c'est tout le temps le même processus qui se continue. Fait à partir d'ici, la planète est en train d'aller dans cette direction-là avec une certaine vitesse. Donc, s'il n'y avait pas de force de gravité, la planète ferait juste avancer en ligne droite à vitesse constante. Mais en même temps, le Soleil, il l'attire, donc l'attire vers lui. Donc, la planète va tomber un peu, si vous voulez, d'une certaine distance vers le Soleil. Et elle va être rendue ici. Puis là, maintenant, elle va être rendue qu'elle a une vitesse dans ce sens-là. Puis c'est le même processus. Fait que, tu sais, elle voudrait continuer en ligne droite, le Soleil l'attire, hop, elle vient ici. Pour ça, elle veut continuer en ligne droite, le soleil l'attire, hop, est rendu ici. Elle veut continuer en ligne droite, le soleil l'attire, hop, est rendu ici. Et c'est comme ça c'est ce qui fait en sorte que la planète là, se maintient sur une trajectoire là, circulaire, ou en tout cas ça peut être elliptique, là, mais on va dire circulaire pour l'instant, en orbite autour du Soleil. Donc c'est véritablement comme l'effet combiné de deux choses. Okay? Donc une première tendance là, qui aurait tendance il y a un premier phénomène qui ferait juste en sorte que la planète aurait tendance à continuer en ligne droite à vitesse constante. Et il y a une autre tendance qui fait en sorte que la planète aurait tendance à se faire attirer par le Soleil. Puis vous voyez que c'est vraiment un équilibre parfait entre les deux phénomènes. Hein. Si la planète va trop vite, ben elle va pas tomber assez, fait qu'elle pourra pas se mettre en orbite. Si la planète va trop vite, elle ferait juste soit partir là, en ligne droite, ou elle ferait comme une espèce de trajectoire, elle dévierait, elle ferait comme une espèce de spirale là, inversée, puis elle se mettrait pas en orbite, elle ferait juste comme s'échapper dans l'espace. Okay? Et au contraire, si la gravité était trop forte, ben là ce qui se produirait, c'est que la planète, elle se mettrait pas en orbite, la planète, elle se ferait comme trop attirée vers le Soleil, fait qu'elle ferait une espèce de spirale comme ça, puis elle finirait par aller s'écraser sur le Soleil. Donc c'est vraiment une espèce d'équilibre parfait entre les deux. Pour qu'une planète soit en orbite, il faut qu'elle ait juste exactement la bonne vitesse. Faut pas qu'elle aille trop vite, faut pas qu'elle aille trop vite, faut pas qu'elle aille trop lentement. Faut qu'elle aille là, juste exactement là, à la bonne vitesse. Okay? Donc c'est ça qui explique un petit peu le phénomène des orbites des planètes autour du Soleil. C'est avec la force de gravité. C'est ça, fait, ce que je viens de vous montrer ici, ça c'est vraiment ce qu'on connaît là, avec les connaissances actuelles, mais ça n'a pas toujours été ça. Okay? Ça a pris du temps, comme je disais, là, avant que les gens réalisent qu'il y avait une force d'attraction entre le Soleil et les planètes. Il y avait une force qui tirait les planètes vers le centre. Fait, historiquement, un peu comment ça s'est fait, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Hooke, que vous connaissez probablement. Là, si vous avez fait le cours de physique mécanique, vous avez vu là, avec les ressorts, là, il y a la loi qui s'appelle la loi de Hooke. Okay? C'est le même... c'est le même monsieur. Donc, Hooke, c'est le premier qui a réalisé qu'il y avait une force attractive, donc vraiment une force qui attirait les planètes là, vers le centre de leur orbite. Et ça a été le premier à réaliser que c'était une force qui devait dépendre là, en 1 sur r carré. Okay. Comment il a fait pour déduire ça? C'est expliqué un petit peu dans le livre. Ok, je vais pas vraiment voir les détails avec vous, mais je veux dire, il a pas juste sorti ça comme ça de son chapeau. Il a vraiment comme fait une étude. Là, il y avait des arguments là, de vitesse, de distance, tout ça. Il a fait des espèces de petites relations de proportionnalité comme ça. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est Robert Hooke qui est le premier à avoir trouvé, à avoir vraiment comme l'intuition que la force devait fonctionner comme 1 sur r carré. Et fait qu'une fois qu'il avait vraiment trouvé cette idée-là, lui a voulu prouver hors de tout doute, là, que si on part avec l'hypothèse qu'on a une planète avec une certaine vitesse qui est en qui se déplace là, près d'une étoile et qui a une force attractive en 1 sur r carré, lui il aurait aimé ça montrer que juste ces conditions initiales-là impliquent directement que la planète va se mettre à faire une orbite elliptique autour du Soleil. Okay. Mais pour faire ça, pour vraiment prouver ça, c'est que ça prend, faut faire des intégrales, faut faire du calcul différentiel et intégral. Puis à cette époque-là, le calcul différentiel et intégral n'existait pas. Donc les gens, c'était comme une connaissance qui n'était pas encore connue. Donc les gens savaient pas comment faire ça. Fait que qui avait l'idée, il était pas mal convaincu que c'était ça la bonne réponse pour la force, mais il n'était pas capable de le prouver hors de tout doute. Okay. Puis quand je dis que le calcul différentiel et intégral n'existait pas, c'est pas tout à fait vrai. Ça existait. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Newton, hein, qu'on connaît bien, là, Isaac Newton. Donc lui, il avait déjà trouvé ces techniques-là là, différentiel et intégral, calcul différentiel et intégral. Mais Newton, il était très intelligent, mais il était pas très très sympathique finalement. Puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il avait trouvé, mais il en parlait à personne, il gardait ça pour lui. Fait que lui, il trouvait ça drôle. Les gens ils étaient comme pris avec ce problème-là, ils essayaient de trouver, là, de prouver que la force en 1 sur r carré donnait une orbite elliptique. Puis Newton, lui, savait déjà comment résoudre le problème, si on veut. Mais fait que lui, il trouvait ça bien ça drôle. Il se moquait un peu des autres là, dans son coin. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, en tout cas, il y a eu toute une histoire avec ça. Là.
c'est en tout cas, une bonne fois, le Newton a parlé avec des gens qui étaient en train d'essayer de résoudre ce problème-là, là, entre autres Hooke et d'autres personnes. Puis là, tu sais, les gens savaient que Newton était très intelligent, puis à un moment donné, il y a des gens qui lui ont demandé, puis on lui dit, hey, Newton, tu sais, penses-tu que tu pourrais regarder avec nous le problème? On est en train d'essayer de prouver qu'une force en 1 sur r carré, ça implique des orbites elliptiques, tout ça. Puis, c'est ça, Newton, lui, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que Hooke avait écrit une lettre à Newton lui disant ça, lui exposant son problème, là, disant, là, bon, je pense qu'il y a une force en 1 sur r carré, toi je sais que t'es intelligent, penses que tu serais capable de résoudre ça? Puis Newton, il l'a résolu avec le calcul différentiel intégral, puis quand il a réussi à le résoudre, il en a parlé à personne, il gardait ça pour lui, puis il faisait comme si de rien n'était. Puis ça, plus tard, quand il a reparlé à ces personnes-là, et là, il s'est comme moqué un peu d'eux, puis il a dit, ah, vous êtes encore en train d'essayer de résoudre ça? Comme, ah, bah, moi, ça fait longtemps que j'ai résolu ça, j'ai passé à autre chose, là, je suis rendu à une étape supérieure, vous êtes donc bien niaiseux de pas avoir réussi à résoudre encore ce problème-là, hein, puis tout ça. Puis là, les gens étaient comme, ok, mais si tu as réussi à résoudre le problème, dis-nous comment t'as fait, nous, ça nous intéresse, on va avoir la preuve, là, pour être sûr de bien comprendre le mouvement des planètes. Puis en tout cas, là, Newton, il voulait pas, puis bon. Finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fini par dire, gars, on va te financer, là, écris un article, écris quelque chose en expliquant qu'est-ce que tu as fait, puis on veut que ça sache comment tu as fait ça. Puis là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que Newton, comme je disais, était pas très sympathique, là. Fait que c'est sûr que, bon, à force de se faire achaler, il a fini par écrire, là, une espèce de petit article, une petite publication en expliquant, bon, comment il avait procédé pour trouver que la force était bel et bien proportionnelle en 1 sur r carré et prouver que ça donne des orbites elliptiques, là, en se servant de son calcul différentiel et intégral. Mais Newton était tellement comme fier puis imbu de lui-même là, que c'était sûr que quand il allait écrire sa petite publication, il allait pas là, remercier Robert Hooke puis dire ah oui en passant je veux juste remercier Robert Hooke qui m'a envoyé la lettre là, pour me dire que me donner son idée que la force fonctionnait comme 1 sur r carré puis c'est vraiment ça qui m'a aidé puis qui m'a fait débloquer puis tu sais genre merci beaucoup à Robert Hooke. C'est sûr qu'il allait pas faire ça. Newton il voulait dire là non moi je suis intelligent, j'ai tout trouvé ça tout seul puis tu sais il y a personne qui m'a aidé puis j'ai tout résolu le problème tout seul. Fait que comment il a fait pour faire ça, c'est qu'il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la légende de la pomme. Tout le monde a probablement déjà entendu ça. Euh, donc la légende de la pomme, ce qui est quand même drôle, c'est que c'est pas vrai du tout. Ok, c'est pas comme ça que ça s'est produit. C'est vraiment pas comme ça que Newton a eu l'idée puis la révélation là, de la force de gravité qui marchait comme en 1 sur r carré. Mais c'est vraiment une histoire qu'il a inventée de toutes pièces après coup. Mais ce qui est quand même cool, c'est que son histoire, tu sais, elle fonctionne quand même bien au niveau des chiffres, là. Mais en tout cas, c'est juste quand même faut savoir que c'est pas ça qui s'est passé dans la vraie vie. Mais on va quand même regarder qu'est-ce que ça dit la légende de la pomme. Donc vous avez sûrement déjà entendu là, que c'est Newton qui était supposément assis là, en dessous d'un pommier, puis là, tout à coup il y a une pomme qui lui est tombée sur la tête, puis c'est là qu'il y a eu une espèce de révélation. Ce qu'aurait dit Newton, c'est que ce serait dit là, sais, il dit la pomme est tombée sur ma tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de gravité qui a attiré la pomme vers le bas, ok, qui a attiré la pomme vers le centre de la planète Terre, et c'est ce qui a fait en sorte que la pomme est tombée sur ma tête. Puis là, il se serait demandé, si la pomme était tombée d'un arbre qui est plus haut, est-ce que la pomme aurait encore quand même été attirée vers le sol? Ben, la réponse, c'est oui. Puis là, il s'est demandé si l'arbre avait été, mettons, 10 fois plus haut, ou 100 fois plus haut, ou 1000 fois plus haut. En fait, il s'est posé la question, où est-ce que ça l'arrête, la force d'attraction? Où est-ce que ça l'arrête, la force de gravité? Okay. Puis en fait, il s'est dit, ben, probablement que ça l'arrête jamais. Probablement que ce qui arrive, c'est que plus que les deux objets sont loin les uns des autres, plus que la force de gravité va diminuer, mais elle va jamais devenir exactement égale à zéro. Okay. Et donc, il s'est dit, ben, probablement que la Lune, qui est en orbite autour de la planète Terre, ben, elle aussi, elle doit être attirée vers le centre de la Terre avec une force de gravité, probablement plus faible que la force avec laquelle la pomme est attirée vers le centre de la Terre, parce que la Lune, elle est plus loin, mais quand même, elle devrait quand même se faire attirer. Et là, Newton, ce qu'il aurait fait, supposément, c'est qu'il aurait dit, ben, la Lune, à cette époque-là, on connaissait bien les caractéristiques de son orbite. On connaissait, là, on savait, là, c'était quoi le rayon de l'orbite de la Lune autour de la Terre, puis on connaissait c'était quoi la période, là, ça prend combien de temps à la Lune pour effectuer un tour complet autour de la Terre. Donc, avec ça, on peut calculer c'est quoi la vitesse de la Lune, le module de la vitesse de la Lune sur son orbite autour du Soleil. Et là, Newton aurait calculé en une seconde, la Lune tombe de quelle distance vers la Terre? Comment il a fait ça? Ben, ça prend juste des petits calculs. Fait qu'on fait l'espèce de construction là, que vous avez ici. C'est un triangle rectangle avec un angle de 90 degrés ici. On dit là, en une seconde, on calcule c'est quoi la distance que la Lune va franchir. Cette distance-là, ce serait une distance qui serait franchie là, en ligne droite, à vitesse constante, s'il n'y avait pas de gravité. Donc, c'est le segment AB qu'on a ici. Et après ça, on sait que comme la Lune se fait attirer par la Terre, ben, elle va
descendre, là, elle va comme tomber vers la Terre d'une certaine distance. Et comment on fait pour obtenir cette distance-là qui est 1,4 mm? Mais on fait un triangle rectangle. Ici, on connaît la longueur de ce côté-là qu'on vient de calculer. Ça ici, c'est tout simplement le rayon de l'orbite de la Lune autour de la Terre qu'on connaissait à cette époque-là. On fait un Pythagore. Ça nous donne l'hypoténuse du triangle, donc la longueur totale du point, de la Terre jusqu'au point B. Okay? Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on soustrait cette distance-là ici, qui est encore une fois le rayon d'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc la différence des deux nous donne juste le petit segment ici. Puis quand on fait ça, ça donne 1,4 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque seconde, la Lune tombe de 1,4 mm vers la Terre. Okay? Quand je dis que la Lune tombe de 1,4 mm vers la Terre à chaque seconde, je suis pas en train de dire que la Lune est en train de se rapprocher tout le temps de plus en plus de la Terre puis qu'éventuellement elle va finir par s'écraser sur la Terre. C'est juste, dans le fond, dans la construction ici. Donc, pour que la Lune arrive à se maintenir constamment là, sur sa trajectoire orbitale autour de la Terre, ça implique qu'à chaque seconde, il faut qu'elle se rapproche, il faut qu'elle tombe un peu là, vers la Terre d'une distance de 1,4 mm, juste pour contrebalancer l'effet de sa vitesse là, qui aurait tendance à entraîner la Lune en ligne droite à vitesse constante. Okay. Fait que c'est ça qu'on veut dire par la Lune tombe vers la Terre. Là. Elle ne va pas s'écraser, mais elle se maintient tout le temps à la même distance. C'est le rayon là, de l'orbite de la Lune autour de la Terre est toujours constant. Mais justement, pour que ce rayon-là demeure toujours constant, ça implique qu'à chaque seconde, la Lune doit tomber de 1,4 mm juste pour contrebalancer l'effet de la vitesse. Okay. Et là, ce que Newton s'est dit, une fois qu'il avait calculé ça, il a dit, OK, c'est bon, il dit, à chaque seconde, la Lune tombe de 1,4 mm vers la Terre, alors que quand on est plus à la surface de la Terre, là, une pomme, par exemple, qui tombe près de la surface de la Terre, en une seconde, quand la pomme se décroche, la première seconde, elle tombe de 5 mètres. Okay. Et là, quand on compare la distance de 5 mètres à 1,4 mm, on se rend compte que 5 mètres, c'est environ 3600 fois plus grand que 1,4 mm. Okay. Et pourquoi ça fait un facteur 3600? C'est comme si la Lune était attirée avec une force qui est 3600 fois plus faible que la pomme, en tout cas qu'elle est soumise à un champ de gravité qui est 3600 fois plus faible. Okay? Et on savait à cette époque-là les dimensions là, de la Terre et de la Lune. Puis si on regarde là, quand on est à la surface de la Terre, à quelle distance on est du centre de la Terre versus la Lune, elle se trouve à quelle distance du centre de la Terre. Et avec les chiffres qu'on connaissait à cette époque-là, on se rendait compte que la Lune ici, elle était située 60 fois plus loin du centre de la Terre qu'une pomme qui est à la surface de la Terre. Ça revient à dire que la distance Terre-Lune est égale à 60 fois le rayon terrestre. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les cours précédents. Okay. Et là, bingo, ça fonctionne, c'est qu'il dit la Lune est située 60 fois plus loin de la Terre que la pomme, et la force fonctionne comme 1 sur r carré. 1 sur 60 au carré, ça fait 1 sur 3600. Donc ça veut dire que la Lune, comme elle est située 60 fois plus loin du centre de la Terre, elle va se faire attirer avec une force qui est 3600 fois plus petite, donc elle va tomber d'une distance qui est 3600 fois plus petite que la distance de laquelle la pomme tombe en une seconde. Okay. Donc c'est ça son explication qu'il a expliqué là, dans sa publication, et lui il dit que c'est comme ça qu'il a eu l'idée, qu'il a trouvé tout seul, sans l'aide de personne, que la force est proportionnelle en 1 sur r carré. Okay. Fait que c'est sûr que dans son article, quand il a écrit ça, il devait être bien fier de lui parce qu'il disait hey, j'ai réussi à comme trouver une façon détournée là, de dire que moi j'ai tout trouvé tout seul puis que Hooke m'a pas aidé. Donc on dit un peu en ce moment dans le livre que quand Newton a réalisé ça, il s'est exclamé là, fuck you Hooke, hein, j'ai pas eu besoin de toi, j'ai tout fait ça tout seul. Il était bien fier de lui. Mais bon, on le sait aujourd'hui là en regardant les récits historiques, là on sait vraiment ce qui est arrivé. Si on regarde les dates, par exemple, de la publication, puis la date de l'envoi de la lettre de Hooke, on sait que c'est véritablement là, le fait que Hooke ait écrit la lettre à Newton là, en lui expliquant dans cette lettre-là qu'il se doutait là, qu'il y avait une force proportionnelle en 1 sur r carré. C'est vraiment ça qui a comme donné l'idée à Newton. Fait que Newton essaie de voler un peu l'idée de Hooke là, sans lui donner de crédit puis sans le remercier. Mais bon, on sait aujourd'hui que c'est vraiment ça a vraiment partie de la lettre là, que Hooke lui a envoyée. Okay. Fait que c'est sûr que, bon, quand on raconte cette histoire-là, Newton paraît mal un petit peu, on se dit, oh boy, ok, Newton, il était pas, c'est ça, il était pas très 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 sympathique comme personnage, mais en tout cas, ça n'empêche pas que Newton, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, puis c'est vrai quand même qu'il avait vraiment un talent, puis il était capable de voir des liens, puis de comprendre des choses, puis des concepts que les gens qui vivaient à la même époque que lui n'arrivait pas tout à fait à comprendre. Fait que c'est ça. Il était plus vite que les autres, il était plus intelligent, probablement. Puis en tout cas, il arrivait à faire des liens plus rapidement.
Okay. Fait que c'est ça. Malgré le fait qu'il n'était pas très sympathique, il a fait quand même énormément avancer la science, puis énormément avancer la compréhension pour tout ce qui concerne la force de gravité, entre autres. Mais il a fait plein d'autres travaux là, qui ont fait avancer la science là, à plusieurs niveaux. Okay. Puis la chose importante que Newton a établie, c'est que la force de gravité, c'est quelque chose qui est universel. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs la théorie de la gravitation universelle de Newton. C'est-à-dire que c'est une force qui s'applique partout dans l'univers. C'est pas juste une force qui s'applique à la surface de la Terre. Parce qu'avant Newton, les gens pensaient que, bon, tu sais, sur la Terre, il y avait des forces qui s'appliquaient, là, des forces de gravité, il y avait, tu sais, les forces électriques, les forces magnétiques, tout ça. Mais les gens pensaient que c'était des forces qui s'appliquaient juste sur la Terre, juste à la surface de la Terre ou proche de la Terre. Puis ils pensaient que dans l'espace, c'était autre chose, c'était comme un autre monde avec d'autres d'autres modes de fonctionnement, d'autres formules, d'autres équations, d'autres relations, puis d'autres forces. Newton, ça a été le premier à dire, non, non, il dit c'est exactement les mêmes forces qui s'appliquent à la surface de la Terre que les forces qui s'appliquent dans l'espace. Puis d'ailleurs, quand il a fait son explication de la Lune, là, il dit c'est exactement la même force de gravité qui agit entre la Terre et la Lune que la force de gravité qui agit entre la pomme et la Terre. C'est vraiment la même force là, qui est responsable de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc c'est vraiment lui le premier qui a réalisé que la force était universelle. Donc elle s'appliquait partout. Là. Dès que vous avez deux objets dans l'univers qui ont une masse m, puis qui sont situés là, à une certaine distance l'un de l'autre, il va y avoir une force de gravité entre les deux. Donc c'est vraiment la loi de la gravitation universelle. Donc ça s'applique partout là, dans l'univers, pas juste à la surface de la planète Terre. Donc voilà. Et ça, c'est ça. L'idée était quand même assez révolutionnaire à cette époque-là. Puis les gens ils trouvaient ça bizarre parce qu'ils disaient, ouais, mais t'es en train de nous dire que c'est la même force qui est responsable de, par exemple, faire tomber une pomme à la surface de la Terre. Ça, tout le monde savait ça, qu'à la surface de la Terre, quand une pomme tombe vers le sol, c'est parce qu'elle est attirée vers le bas. Okay? Mais lui, Newton est en train de dire, c'est exactement cette même force-là qui est responsable de, justement, là, faire tourner la Lune en orbite autour de la Terre. Puis c'était pas évident de faire comprendre aux gens que la même force pouvait, d'une part, faire tomber des objets en ligne droite, et d'autre part, faire tourner des objets sur des orbites circulaires ou sur des orbites elliptiques. Les gens ne voyaient pas vraiment le lien entre les deux, puis ils disaient, ben non, ça doit être deux forces différentes. Une fait tomber en ligne droite, l'autre fait tourner. Comment ça peut être la même force? Et c'est là que Newton est arrivé avec son explication, qui disait, je vais vous la montrer maintenant, il y a des animations qui existent aujourd'hui pour un petit peu représenter ça. C'est que il a imaginé une situation où on est sur la Terre. Okay. Puis, il disait, imaginez qu'on est au sommet d'une haute montagne, puis on lance, là, il y a un canon qui projette des boulets de canon horizontalement avec une certaine vitesse. Okay. Puis il a demandé aux gens, qu'est-ce qui arrive si on lance le boulet de canon avec une certaine vitesse là, horizontalement vers la droite? Puis là, ben, les gens savaient, ils ont dit, ah ben là, le boulet de canon va faire une espèce de trajectoire parabolique, là, il va aller s'écraser au sol. Il va ressembler à quelque chose comme ça. Puis il a dit, si on lance le boulet de canon un peu plus fort, qu'est-ce qui va arriver? Les gens disent, ben, il va aller s'écraser, mais plus loin. Okay. Puis il nous dit, ok, c'est bon. Puis là, ce que Newton a dit, c'est que ça, tout le monde est d'accord que c'est la force de gravité qui fait ça. Okay? Qui fait tomber l'objet sur la surface terrestre, fait tomber l'objet sur le sol. Okay? Mais ce que Newton a dit, c'est que regardez, qu'est-ce qui se passe si on lance l'objet de plus en plus fort. Okay? Il va aller de plus en plus loin. Et même, éventuellement, si on le lance assez fort, ce qui va arriver, c'est que l'objet ne va jamais tomber au sol. L'objet va tout simplement là, se mettre en orbite autour de la planète. Fait qu'il est attiré vers le centre de la planète. C'est pour ça qu'il se met en orbite. Okay? Mais c'est ça, c'est la force de gravité qui retient l'objet. Si on le lance un petit peu moins fort, ça va faire un truc un petit peu plus circulaire probablement. Mais c'est ça. Okay? Donc c'est vraiment la force de gravité qui est responsable d'attirer l'objet vers le centre de la Terre. Et c'est cette force-là qui permet à l'objet de se mettre en orbite. Okay. Fait que c'est toute une question de vitesse. Ça revient à dire là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si l'objet va pas assez vite, il va s'écraser. S'il va trop vite, si on le lance, mettons, très très fort, l'objet il va pas vraiment se mettre en orbite, il va juste s'échapper. Okay. Il pourrait aller, mettons, il pourrait partir comme ça dans l'espace. Il pourrait, s'il est chanceux, aller sur d'autres planètes, comme sur Mars, Vénus, des choses comme ça. Mais il va pas se mettre en orbite. Fait que c'est vraiment une question de vitesse. Si on lance l'objet pas trop fort, il va s'écraser. Si on lance trop fort, il va s'échapper dans l'espace. Si on lance juste à la bonne vitesse, là, il y a comme un espèce d'intervalle là, que si la vitesse se trouve là, entre une valeur minimale et une valeur maximale, là, l'objet va être capable de se mettre en orbite. Mais on voit que c'est véritablement la même force. Okay? La force de gravité peut
à la fois être responsable de faire tomber des objets à la surface du sol et les faire s'écraser au sol, et aussi être responsable de maintenir des objets en orbite circulaire ou en orbite elliptique. Okay? Donc c'est ça vraiment comme le triomphe de Newton, c'est ça que Newton a réussi à comprendre et à expliquer aux autres personnes. Et ça, personne n'avait compris avant Newton. C'est vraiment Newton qui a fait débloquer les connaissances là, à ce niveau-là. Okay. C'est sûr que son expérience, c'est plus comme une expérience, disons, théorique. Là. Des fois, on appelle ça une expérience par la pensée. Là. Dans la vraie vie, c'est sûr que c'est difficilement réalisable, cette expérience-là. Parce que dans la vraie vie, ben, vous le savez, là, près de la planète Terre, il y a une atmosphère, hein, il y a de l'air, il y a de l'oxygène, entre autres. C'est pour ça qu'on est capable de respirer sans mourir. Et c'est sûr que dans la vraie vie, on peut pas lancer, là, parce que les vitesses nécessaires à laquelle il faudrait lancer un boulet de canon comme ça pour qu'il se mette véritablement en orbite, ce serait plusieurs kilomètres par seconde. Okay. Donc vous avez vu dans la simulation, c'était proche de 7500 km par seconde. Okay. Dans la vraie vie, c'est sûr que si on lance un vrai boulet de canon à 7500 mètres par seconde, ou si vous préférez le 7,5 km par seconde, ben, il y aurait un frottement de l'air qui serait très 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 fort. Et le boulet de canon ferait juste là, tellement frotter avec l'air qu'il s'échaufferait, puis il fondrait, ou en tout cas il se pulvériserait complètement. C'est pour ça que c'est comme impossible vraiment de mettre des objets en orbite quand on est dans l'atmosphère. C'est pour ça que tous les objets qui sont en orbite autour de la Terre, que ce soit les satellites, que ce soit la Station spatiale internationale, ben ils sont pas dans l'atmosphère, ils sont au-dessus de l'atmosphère, donc ils sont un petit peu plus haut dans l'espace pour qu'il n'y ait plus de frottement. Parce que quand on est dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Donc là, on peut mettre des objets qui se déplacent à plusieurs kilomètres par seconde, puis il n'y a pas de problème de frottement. Okay. D'ailleurs, parlant de la Station spatiale internationale, c'est avec cette compréhension-là de la gravité qu'on peut véritablement comprendre pourquoi, entre autres, les gens dans la Station spatiale internationale sont en apesanteur. Okay? Donc, vous avez sûrement déjà vu là, des images ou des vidéos là, des astronautes qui sont dans la station spatiale et on a l'impression qu'ils vont flotter. Okay. Je vais vous montrer, ben, je vais vous la montrer tout de suite. Là, une petite vidéo, là, c'est un astronaute assez, quand même assez connu, là, assez célèbre, qui s'appelle Chris Hadfield. Ça, il a fait plusieurs vidéos de lui là, pendant qu'il était dans la station spatiale. Je vais vous en montrer un, là, dans lequel il mange de la crème glacée au café. Okay. Puis ça, on voit les objets vont flotter. Donc, Reach inside. Chocolate pudding cake. Looks like it too. Not bad. Gonna be hard to eat. Gonna be messy. Very good. That'll be good with coffee. Ça, fait que vous voyez, quand il est en train quand il a sorti là, sa petite crème glacée, là, elle flottait. Hein, elle semblait flotter dans la station spatiale internationale. En fait, lui aussi, il flottait, tout est en train de flotter. Okay. Puis, c'est ça, les gens, des fois, ils comprennent un petit peu mal la raison de ce phénomène-là. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans la station spatiale internationale, les trucs flottent parce que la gravité est égale à zéro. On dit parce que dans la station spatiale internationale, on est rendu dans l'espace, là, puis la gravité, elle vaut pas 9,8 comme sur la Terre, la gravité vaut zéro. Donc les objets ne ressentent pas de force de gravité, c'est pour ça qu'ils vont flotter. La bonne explication, c'est pas ça du tout. Okay? En fait, il y a une force de gravité qui est ressentie par les personnes qui sont dans la station spatiale internationale. En fait, la force de gravité est nécessaire, c'est elle qui va maintenir la station spatiale en orbite autour de la planète Terre. Exactement comme, par exemple, la Lune est maintenue en orbite là, autour de la Terre. C'est exactement la même explication que je disais tout à l'heure. Donc, la Station spatiale internationale, elle va à une certaine vitesse V. Okay. S'il n'y avait pas de gravité, la station ne serait pas en orbite, elle ferait juste partir en ligne droite à vitesse constante, puis elle ne se mettrait pas en orbite autour de la planète. C'est vraiment la gravité qui agit sur la station qui la fait se maintenir en orbite. Fait que c'est sûr que plus qu'on s'éloigne de la planète Terre, plus que le champ de gravité diminue, ça on est d'accord. Okay? Quand on est à la surface de la Terre, là, vous le savez, le G vaut 9,8 newtons par kilogramme. Okay? Quand on est à la hauteur de la Station spatiale internationale, là, qui est environ là, 400 km d'altitude, donc environ 400 km au-dessus du sol, le G est un petit peu plus petit que 9,8, ça c'est sûr, mais il est vraiment pas égal à 0. Là. Je pense qu'il est plus proche de 8 ou 8,6 ou quelque chose comme ça, mais c'est ça, il est plus petit, mais il n'est pas égal à 0. Donc, pourquoi les gens ont l'impression de flotter quand ils sont dans la Station spatiale internationale? C'est parce qu'ils sont en chute libre.
Okay, la seule force, on a dit qu'on est rendu dans l'espace, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de frottement avec l'air. La seule force vraiment qui agit, c'est la force de gravité. Et si vous vous rappelez de votre cours de physique NYK, on disait quand la seule force qui agit sur un objet, c'est la gravité, l'objet est en chute libre. Puis quand un objet est en chute libre, il y a un poids apparent qui est égal à zéro. Donc, il y a vraiment l'impression de flotter. Fait que c'est exactement ça qui arrive. Donc, à chaque seconde, la Station spatiale internationale est en train de tomber d'une certaine distance vers la Terre. Et c'est pour ça que les personnes, comme elles sont en train de tomber, ben, ils ont vraiment l'impression d'être en chute libre. C'est comme s'ils étaient là au sommet d'une haute falaise, là, puis qui se lançaient dans le vide. Pendant que vous êtes en train de tomber, là, vous êtes en chute libre, et vous avez une normale qui est égale à zéro, donc vous avez l'impression de flotter. Fait qu'encore une fois, il faut faire attention. Là, quand je dis qu'à chaque seconde, la station spatiale elle tombe vers la Terre, je suis pas en train de dire qu'elle se rapproche de plus en plus de la Terre, puis qu'elle va finir par s'écraser sur la Terre. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que pour se maintenir sur son orbite de rayons constants autour de la Terre, à chaque seconde, ça implique qu'elle tombe vers la Terre d'une certaine distance, juste pour se maintenir en orbite, qui est la distance qu'il y a entre le point B et le point C, qui est ici. Okay? Donc c'est véritablement ça. L'idée, c'est que tout est en train de tomber. La station est en train de tomber, les gens qui sont dans la station sont en train de tomber, les objets qui sont dans la station sont en train de tomber, mais tous ces objets-là ressentent toutes là, une force de gravité vers le bas. Okay? Mais c'est ça, sont tous en train de tomber vers le bas. Vraiment, l'équivalent, c'est comme si vous étiez dans un ascenseur, puis que tout à coup, il y a quelqu'un de pas gentil là, qui coupe le câble. Okay? Donc, si vous qui êtes dans l'ascenseur, puis mettons vous aviez des oranges dans vos mains, peu importe, là, si l'ascenseur se met à tomber, elle va être en chute libre. Fait que si l'ascenseur tombe, vous tombez, puis ce que vous avez dans les mains, ça tombe aussi, vous allez avoir l'impression de flotter comme ça pendant que vous êtes en train de tomber. Sauf que bon, c'est dans un ascenseur, c'est sûr que vous allez finir par vous écraser sur le sol puis mourir. Mais si vous étiez dans la station spatiale internationale, c'est comme si vous étiez toujours constamment en train de tomber comme ça. Fait que vous allez avoir l'impression de flotter continuellement. Donc c'est ça la vraie raison pour laquelle les astronautes là, flottent quand ils sont dans la station spatiale internationale. Okay. Fait que ça c'est une chose que Newton avait comprise. Okay. Puis une autre chose que Newton a comprise, c'est qu'il a pris la troisième loi de Kepler que Kepler avait établie. Kepler, lui, avait dit là, que t carré en année est égal à A3 en unité astronomique. Okay? Mais Newton, lui, a poussé pas mal plus loin la compréhension. Il s'est demandé, encore une fois, pourquoi c'était comme ça. Kepler n'avait pas trouvé pourquoi c'était comme ça, il avait juste remarqué que ça, c'était vrai. Et Newton, lui, a poussé beaucoup plus loin la compréhension et on a pu établir là, ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième loi de Kepler généralisée. Fait que c'est la troisième loi de Kepler, mais qui est de manière plus générale, qui peut marcher pour n'importe quel objet et pas seulement pour les planètes en orbite là, autour du Soleil. Je vais vous expliquer un petit peu ça. C'est celle-là, la troisième loi de Kepler généralisée. On va la revoir là, dans quelques instants. Okay. Ok, je vais juste changer la couleur de mon petit pointeur pour la mettre noir comme ça. Ok. Donc, maintenant qu'on connaît la gravité, okay, ce qu'on sait, c'est que la loi de la gravitation universelle de Newton, c'est ça ici. Ça dit que si vous avez deux objets qui ont des masses, ça, on peut les appeler M1 ou M2, il va y avoir une force de gravité attractive. Okay. Les deux objets se font attirer l'un vers l'autre avec une certaine force, un certain nombre de newtons, qui peut se calculer comme ça, là, G fois M1 fois M2 sur R carré, et R, c'est la distance qu'il y a centre à centre entre les deux objets. Okay. Maintenant, pour comprendre la troisième loi de Kepler, ce qu'on peut faire, c'est qu'on suppose qu'on a un objet qui est beaucoup plus massif que le petit objet qui est en orbite. Donc, ça pourrait être par exemple la Terre et la Lune, ça pourrait être le Soleil et la Terre. Donc, un objet qui est au centre, qu'on appelle MC. L'indice C, ça veut dire central ou centre, l'objet qui est au centre, l'objet central. Et on a mis un M majuscule pour se rappeler qu'il y a une masse là, beaucoup plus grande que le petit objet de masse M. Donc, on peut écrire comme ça, là, la masse M majuscule va être beaucoup plus grande que l'objet de masse M. Okay. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la trajectoire du petit objet qui est en orbite. On va poser une orbite circulaire. On aurait pu faire la démonstration avec une orbite elliptique, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. C'est la même démonstration, mais bon, juste des trucs un petit peu plus complexes. On va le faire avec un cercle, ça va être suffisant. Okay. Et ce qui va arriver, c'est que ben, vous avez le petit objet de masse M,
qui est en orbite circulaire. Si est en orbite circulaire, ça veut dire que le module de sa vitesse va être tout le temps constant. On sait que dans la vraie vie, c'est des orbites elliptiques, puis bon, les vitesses changent un petit peu, là. Des fois, ça va un peu plus vite au périhélie, ça va un petit peu plus lentement à l'aphélie. Mais restons avec une orbite circulaire, on peut dire que le module de la vitesse est constant. Donc, si vous avez un objet qui fait une trajectoire circulaire comme ça, avec une vitesse de module constant, c'est un concept que vous connaissez, vous l'avez vu là en physique mécanique, on appelle ça un mouvement circulaire uniforme. On appelle ça un MCU. Et si vous en rappelez un petit peu de ce que vous avez vu en physique mécanique, là, quand on a un MCU, on a une force qui agit toujours vers le centre du cercle, qui est la force de gravité dans ce cas-ci, et ça donne lieu à ce qu'on appelle une accélération centripète. Et l'accélération centripète, ça se calcule là, comme ça, V au carré sur R. Donc V, c'est le module de la vitesse de l'objet qu'on élève au carré, et R, c'est la distance, c'est le rayon de son orbite, qui correspond aussi là, à la distance centre à centre entre nos deux objets. Okay. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, parfait, ce petit objet-là ici qui est en orbite, en utilisant les équations là, que Newton a établies, on applique tout simplement F égale à ma, donc la deuxième loi de Newton. On dit, la force qui agit sur cet objet-là est égale à sa masse fois son accélération. En fait, ce serait la somme des forces, la force résultante, mais dans ce cas-ci, la seule force qui agit sur l'objet, c'est la force de gravité. Donc on y va, on dit la force de gravité, qui est ça ici, est égale à la masse du petit objet fois son accélération, qui est l'accélération centripète, V carré sur R. Donc avec ça, on peut faire des simplifications. Par exemple, les masses ici peuvent s'annuler. Ici, on a R au carré puis R. On peut annuler un R ici. Le carré va s'annuler, il va en rester 1. Donc on obtient ça, Gm sur R est égal à V au carré. Okay, fait que ça, c'est correct. Je l'ai juste recopié ici. Okay. Et d'autre part, c'est qu'on disait que le mouvement ici, c'est un MCU. Et quand on a un MCU, c'est facile d'établir que le module de la vitesse de l'objet sur sa trajectoire circulaire, ça va être ça ici, hein, 2πr sur t. 2πr, c'est quoi? C'est la circonférence. On sait qu'à chaque t, c'est la période. Donc on sait qu'en une période complète, l'objet va faire un tour complet sur sa trajectoire circulaire. Et un tour complet, ça correspond à une distance de une circonférence. La circonférence d'un cercle, c'est 2πr. Fait qu'on sait qu'à chaque période, l'objet parcourt une distance équivalente à 2πr. Donc ça donne la vitesse comme ça. Dans la formule ici, notre vitesse, elle est au carré. Fait que si on sait que la vitesse est égale à ça, on peut juste mettre tout au carré. Donc v carré est égal à ça, là, 4 pi carré r carré sur t carré. Et on remplace ici v carré par ça. On obtient ça. Encore une fois, il y a moyen de faire certaines simplifications. On peut par exemple isoler le t carré, on va multiplier des deux côtés par r. Fait que vous voyez, ce r-là puis ce r-là vont se retrouver à être multipliés ensemble. Ça va donc donner r exposant 3. G et m, on va le diviser. Fait que ça va donner ça comme équation. T carré est égal à 4 pi carré sur g fois r cube sur mc. Okay. Le terme 4 pi carré sur g, c'est juste une constante qu'on peut calculer. En G, c'est la constante de la gravitation universelle de Newton, là, qui vaut 6,67 fois 10 à la moins 11. La même constante que vous aviez vue là, en physique mécanique. Donc, on peut calculer ce que ça donne ça. Okay. Et on l'a calculé, puis c'est une certaine constante K qui est donnée dans votre feuille de formule. Et nous, quand on a fait la démonstration, j'ai dit qu'on supposait qu'on avait une orbite circulaire, donc on avait écrit ça R, là, parce que c'était comme le rayon du cercle. Dans la vraie vie, comme je vous avais dit, les orbites pourraient être elliptiques. Donc en tout cas, quand on fait la démonstration qui est un peu plus complexe pour les ellipses, ça donne exactement la même chose, c'est juste que bon, c'est plus général. Là. A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Okay? Donc on obtient l'équation qui s'appelle la troisième loi de Kepler généralisée, qui est celle-ci. Donc il dit que T au carré est égal à K fois A cube divisé par la masse de l'objet central. Donc tout ça, ça s'obtient à partir de la loi de la gravitation universelle de Newton. Ça a été ça notre point de départ. Donc faire ça, c'était impossible là, avant Newton. C'est vraiment avec la loi de la gravité de Newton que ça nous a permis de faire ce raisonnement-là. Okay. La chose à laquelle il faut faire attention dans ce raisonnement-là, c'est que pour que ça fonctionne, ce qu'on a supposé, on a fait une supposition, c'est que, comme je disais tout à l'heure, là, on a supposé que la masse de l'objet central était beaucoup plus grande que la masse de l'objet qui est en orbite. Okay, donc, comme je disais, ça pourrait être le Soleil et une planète, ou la Terre et la Lune, ou quelque chose comme ça. Puis dans notre animation, vous voyez que l'objet central, l'objet qui a une masse mc, il est immobile. Hein, il ne bouge pas. On suppose qu'il est complètement immobile, et c'est juste le petit objet qui va être en orbite autour. Dans la vraie vie, c'est jamais exactement ça qui se produit. Fait que c'est jamais vrai là, que on a un objet qui est parfaitement immobile puis que le deuxième objet va tourner autour. Dans la vraie vie, ce qui va arriver, c'est que les deux objets vont tourner autour d'un point
qui s'appelle le centre de masse, qui est peut-être quelque chose que vous avez vu là, à la fin de votre cours de physique mécanique, mais probablement pas, parce que peut-être vous avez juste pas eu le temps. Mais dans la vraie vie, c'est ça qui arrive. C'est qu'à chaque fois que vous avez deux masses, une masse M1 et une masse M2, on peut calculer la coordonnée de ce qu'on appelle le centre de masse. Okay? Et cette coordonnée-là, c'est pas très difficile à calculer. Là, la position X du centre de masse, c'est juste là, la coordonnée de l'objet 1 multipliée par la masse de l'objet 1 plus la coordonnée de l'objet 2 multipliée par la masse de l'objet 2 et on divise ça par la somme des deux masses. Okay? Donc, on appelle ça, parfois, on dit qu'on fait une moyenne des positions, mais c'est une moyenne qui est pondérée par la masse. C'est-à-dire que l'objet qui a la plus grande masse va comme avoir un peu plus d'influence dans la fraction que l'objet qui a une masse plus petite. Okay? Et ce que ça va donner comme résultat, c'est que le centre de masse, là, qui est le petit point vert qui est ici, va toujours se trouver plus proche de l'objet qui est le plus massif. Et combien de fois plus proche il va se trouver de l'objet qui est le plus massif? Ben, autant de fois que l'objet le plus massif est plus massif que l'autre objet. Okay. Fait que ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si on regarde le schéma ici, là, le centre de l'objet 1 il est là, le centre de l'objet 2 il est là, la distance entre le centre de masse et l'objet 1, c'est cette distance-là, la distance entre l'objet 2 puis le centre de masse, c'est ça ici. Fait que vite comme ça, on voit que cette distance-là est environ 2 fois plus grande que celle-ci. Pas exactement, mais environ. Okay? Donc dans ce cas-là, ça signifie que l'objet en rouge ici aurait une masse à environ 2 fois plus grande que cet objet-là. Fait que si sa masse est 2 fois plus grande, ça veut dire que le centre de masse va se trouver 2 fois plus proche de cet objet-là que de cet objet-là. Okay? Si les deux objets avaient exactement la même masse, okay, ben là, le centre de masse se trouverait exactement à égale distance entre les deux objets. Okay? Mais dès que vous avez un objet qui est plus massif que l'autre, le centre de masse se trouve plus proche de l'objet qui est le plus massif et se trouve autant de fois plus proche que sa masse est plus grande que l'autre objet. Okay? Fait que si vous aviez par exemple un objet, si l'objet rouge était beaucoup plus massif que l'objet bleu, ça pourrait ressembler à ça. Fait qu'encore une fois, il y a un centre de masse. Les deux objets tournent chacun autour du centre de masse, mais le centre de masse est plus proche de l'objet rouge. Donc ce que ça va donner, c'est que l'objet rouge va décrire des cercles plus petits et l'objet bleu va décrire des cercles qui sont plus grands. Et puis même, ça peut arriver que si l'objet rouge est vraiment plus massif que l'objet bleu, ben, le centre de masse pourrait être tellement plus proche du centre de l'objet rouge que du centre de l'objet bleu, que ça arrive même parfois que la position du centre de masse, c'est même carrément à l'intérieur de l'objet rouge. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ben, c'est la même affaire, c'est que le centre de l'objet rouge va décrire là, une trajectoire circulaire autour du centre de masse. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Fait qu'on va même avoir l'impression que l'objet rouge ne décrit pas vraiment une vraie trajectoire circulaire, on va avoir l'impression qu'il fait juste comme osciller un petit peu autour de sa position centrale. Okay? Mais c'est toujours ça qui arrive, c'est que dans la vraie vie, il y a jamais, c'est jamais vrai qu'un objet est parfaitement immobile et que l'autre objet est en orbite autour. Les deux objets, techniquement, là, vont tourner autour du centre de masse. Okay? Mais bon, on comprend bien que c'est sûr que si on a un système qui est, je sais pas, là, le Soleil puis la Terre, par exemple, ben le Soleil il est des millions de fois plus massif que la Terre. Donc, ça veut dire que le centre de masse va être des millions de fois plus proche du Soleil que la Terre. Okay? Fait que la Terre, elle, pendant qu'elle va décrire un très gros cercle, le Soleil va décrire un cercle qui a un rayon des millions de fois plus petit. Fait que, tu sais, ça va être tellement proche de son centre qu'on verra presque rien, mais pour vrai, ce qui se produit, c'est que le Soleil, il fait comme juste des petits mini cercles comme ça. Okay. Ça paraît presque pas, mais on peut les détecter avec des instruments très précis. Là, on peut les détecter. Puis d'ailleurs, ce qu'on en parlera un peu plus tard dans la session, c'est comme ça qu'on détecte par exemple des systèmes d'étoiles doubles ou qu'on peut détecter la présence de planètes là, autour de d'autres étoiles. Mais c'est ça. Fait que ce qu'on a dit nous, dans notre approximation, c'est qu'on suppose que la masse de l'objet central, elle est beaucoup plus grande que la masse du petit objet qui est en orbite. Et quand c'est le cas, quand ça c'est vrai, ben là oui on peut supposer que l'objet central, là, qui a une masse mc, va décrire des cercles tellement plus petits que l'objet qui a une masse m minuscule, là, que pour la démonstration, là, si c'est vrai que la masse de l'objet central est beaucoup plus grande que la masse de l'objet qui est en orbite, on peut supposer que l'objet ci va être presque immobile, puis que c'est seulement l'objet qui a une petite masse qui va être en orbite. Okay. Fait que pour l'instant, on va se limiter à des cas où c'est vrai. Fait que quand cette condition-là, ici, elle est vraie, on va avoir le droit d'utiliser ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler généralisée, ou même la troisième loi de Kepler que Kepler avait énoncée au tout début.
Okay? Quand on arrivera plus tard dans la session, okay, je pense que c'est dans la section S09, on va voir qu'on va reparler de cette équation-là et on va maintenant considérer les cas où ceci n'est pas vrai. On va considérer les cas où vous avez deux objets qui n'ont pas exactement la même masse, mais qui ont des masses relativement égale. Okay? Et ça va donner une formule qui va ressembler beaucoup à celle-ci, mais qui va être légèrement différente. Okay? Mais pour l'instant, jusqu'au premier examen, là, sans problème, vous allez pouvoir utiliser là, les équations qu'on voit ici. Okay? Je vais juste vous faire une petite mise en garde, par contre, c'est que vous allez voir sur votre feuille de formule, vous avez comme trois versions différentes de la troisième loi de Kepler. Il y a cette version-là, puis cette version-là. Okay. Fait que juste faire une petite mise au point pour être sûr là, que vous savez quelles formules vous avez le droit d'utiliser. Mais premièrement, ces trois formules-là sont valides uniquement quand la masse de l'objet central est plus grande que la masse de l'objet qui est en orbite. Donc on a le droit d'utiliser ces équations-là, par exemple, si on dit on s'intéresse mettons à l'orbite d'une planète autour du Soleil ou à l'orbite d'une Lune autour d'une planète, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai. Mais quand on aura des systèmes d'étoiles doubles, deux objets qui ont sensiblement la même masse, ben là, c'est pas ces formules-là qu'on va utiliser, c'est les autres formules qu'on verra plus tard dans la session. Et bon, sinon, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette formule, je vais commencer par ça ici. Ça ici, c'est la formule qui est écrite là, en système international. Okay? Fait que tout est en système international. La période ici, ça va être des secondes. La distance qui correspond au demi-grand axe, c'est une distance. Donc, dans le système international, les distances, c'est noté en mètres. Et la masse ici, dans le système international, c'est noté en kilogrammes. Okay? Et vous avez une constante K. Vous avez la valeur sur votre feuille de formule, mais cette constante-là, elle aussi, c'est une combinaison d'unités du système international. Fait que ça va être une combinaison de secondes, de mètres et de kilogrammes. Okay? Fait qu'on peut utiliser cette équation-là. Ça fonctionne. Elle est correcte, cette équation-là. Mais si vous utilisez cette équation-là, il faut que vous soyez certain d'avoir mis vos données dans les bonnes unités. Fait que, période en secondes, demi-grand axe en mètres, masse en kilogrammes. Okay. Ce qu'on fait souvent en astrophysique, vous en êtes rendu compte, on avait fait ça aussi pour les formules de la section S4, c'est que des fois on les écrit les formules en système international, puis on les réécrit, mais en changeant les unités, pour des unités qui sont un peu plus des unités standards puis communes qu'on retrouve en astrophysique. Par exemple, là, généralement, les périodes, on va avoir tendance à les noter en années. Les demi-grands axes, on va avoir tendance à les noter en unités astronomiques. Et la masse de l'objet central, bien souvent, ça va être des étoiles. Donc, on va avoir tendance à les noter en masse solaire. Donc, une masse solaire, c'est la masse du Soleil. Donc, si mettons, vous faites un calcul, vous trouvez que on vous demande de calculer la masse d'une étoile, puis vous trouvez que l'étoile a une masse de, mettons, je sais pas, 3,5 masse solaire, ben ça vous parle un peu plus. Ça vous dit que c'est une étoile qui a une masse qui est exactement 3,5 fois plus massive que le Soleil. Okay. Quand on fait des changements d'unité comme ça, on ne change pas la formule comme telle. T'sais, les relations de proportionnalité ne vont pas changer. Donc, ça va toujours être vrai que, par exemple, t au carré va être proportionnel à a cube sur la masse de l'objet central. Sauf que quand on écrit la relation d'égalité, comme ça, on va avoir que t carré est égal à une certaine constante, qu'on peut appeler c, qu'on peut appeler k, ou peu importe. Là. Fait que t carré va être égal à une certaine constante fois a cube sur mc. Et la valeur de la constante, elle va dépendre des unités que vous avez choisies. Donc, quand on écrit les unités, là, secondes, mètres, kilogrammes, ça nous donne une constante K, qui a une valeur là, que vous avez dans sur votre feuille de formule. Et ce qui est intéressant, c'est que si on utilise ces unités-là, si on utilise là, une période en années, un demi-grand axe en unité astronomique et une masse centrale en masse solaire, quand on choisit ces unités-là, il y a une constante ici qu'on n'écrit pas parce que ça donne qu'avec ces unités-là, la constante ici, elle vaut 1. Okay. Fait qu'une constante qui est égale à 1, ben, on ne l'écrit pas. Là. Ça sert à rien de dire une fois A cube sur MC. C'est juste, on écrit tout simplement A cube sur MC. Mais juste pour vous dire, c'est pour ça que la constante a disparu. Okay. Dans le fond, ici on a une constante. Quand on fait les changements d'unité, on devrait avoir une autre constante qui n'est pas la même, là, qui a une valeur différente, mais ça donne que quand on choisit ces unités-là, la constante vaut exactement 1. Donc, bon, on ne l'écrit pas. C'est juste ça. Okay. Fait que ça ici, les deux formules que vous avez là, c'est deux version de la même formule, juste écrit avec des unités qui sont différentes. Et c'est ça qu'on appelle la troisième loi de Kepler généralisée, parce que c'est très 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 général, ça marche pour n'importe quel système, là, ça marche pour n'importe quelle planète en orbite autour de n'importe quelle étoile dans l'univers. Okay? Alors que la version que Kepler avait trouvée, dans sa version à lui, c'était juste t carré en année est égal à a cube. Il n'y avait pas de terme, là, il n'y avait pas de dénominateur sur MC.
Pourquoi Kepler n'avait pas trouvé ce dénominateur-là? Parce que rappelez-vous, Kepler, lui, les données qu'il avait utilisées, c'était les données qui avaient été observées par Tycho Brahe. Et Tycho Brahe, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait uniquement observé l'orbite des planètes autour du Soleil. Fait que dans le fond, Kepler ne le savait pas, là, mais pour toutes les données que Tycho Brahe lui avait données, ben, l'objet central, c'est toujours le Soleil. Puis le Soleil, bien évidemment, il y a une masse de 1 masse solaire. Donc c'est comme si, quand Kepler a trouvé son équation, sans le savoir, c'est comme s'il y avait toujours un dénominateur qui était égal à 1, parce que l'objet central, c'était le Soleil. Fait que c'est pour ça que je dis, cette formule-là, vous pouvez l'utiliser, mais elle est valide seulement quand l'objet central, c'est le Soleil, ou en tout cas, si l'objet central a une masse de 1 masse solaire. Okay. Mais si vous voulez calculer, je sais pas, l'orbite d'une planète autour d'une étoile dans un autre système solaire, là, puis que l'objet central, c'est pas le Soleil, mais ça veut dire que sa masse, ce sera probablement pas un masse solaire, ça peut être un peu plus petit, ça peut être un petit peu plus gros. Donc, en fait, pour vrai, là, moi, personnellement, je vous conseille de comme jamais vraiment utiliser cette formule-là. Utilisez donc toujours la formule qui est générale, qui marche dans tous les cas. Okay. Puis si jamais ça donne que le problème que vous êtes en train de résoudre, c'est un problème là, qui se passe dans le système solaire avec un objet qui est en orbite autour du Soleil, ben c'est pas grave, vous me poserez cette variable-là égale à 1. Puis c'est pas grave, à un moment vous allez avoir, vous allez comme développer les réflexes, vous allez vous poser la question, c'est quoi l'objet central, c'est quoi sa masse, ok? Puis si c'est le Soleil, bah correct, ça va être égal à 1, ça va juste simplifier la formule, puis ça va revenir de toute façon à la même chose que t carré est égal à A3. Alors que si vous partez toujours avec cette formule-là, là, vous n'aurez comme pas le réflexe de vous poser comme question c'est quoi la masse de l'objet central. Puis si une bonne fois vous utilisez cette formule-là pour faire un calcul avec dans un autre système solaire avec une étoile qui n'est pas le Soleil, ben là vous allez juste comme oublier de mettre votre dénominateur puis vous n'aurez pas les bonnes réponses. Okay? Fait que vraiment le plus simple c'est d'utiliser tout de suite là, la troisième loi de Kepler généralisée. Ça le dit, elle est générale, elle marche pour tous les cas. Okay? C'est plus général. Puis en terminant, si je vous demande comme ça comme question, là, comment est-ce qu'on peut déterminer la masse de la planète Terre? C'est une bonne question. Hein? On la connaît, la masse de la planète Terre. Si vous allez regarder sur Internet ou si vous regardez dans votre livre, là, vous allez le trouver. La masse de la planète Terre, là, je vais écrire ça en blanc. La masse de la planète Terre, c'est 5,98 fois... Oups, je manque de place. C'est 5,98 fois 10 à la 24 kg. Okay. Comment on sait ce chiffre-là? Comment on a fait pour obtenir ce chiffre-là? C'est sûr qu'on ne peut pas prendre une balance, là, puis mettre la Terre sur la balance, puis regarder sa masse, c'est quoi. Okay? Puis ça, vous voyez, c'est des fois 10 à la 24, c'est des millions, même des milliards de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Okay? Fait que comment on a fait pour obtenir cette masse-là, pour déterminer cette masse-là? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement ça ici. On a utilisé la troisième loi de Kepler généralisée. Okay? On a regardé le système Terre-Lune. On a dit que la Lune est en orbite autour de la planète Terre. Okay? On connaît le rayon de l'orbite de la Lune. Donc là, évidemment, le schéma ici n'est pas du tout à l'échelle, mais on connaît la distance entre la Terre et la Lune. Et on connaît la période de la Lune en orbite autour de la Terre. Okay? Donc, c'est toutes des informations qu'on connaît. Fait que le rayon de la Lune, on le connaît. Pas le rayon de la Lune, mais en tout cas le rayon de l'orbite de la Lune, on le connaît. La période de la Lune sur son orbite autour de la Terre, on la connaît. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser justement la troisième loi de Kepler généralisée. On suppose que la Terre a une masse beaucoup plus grande que la Lune. Donc, on peut supposer, là, en première approximation, que la Terre ne bouge pas, qu'elle est pratiquement immobile et que c'est seulement la Lune là, qui est en orbite autour d'elle. Et on utilise la troisième loi de Kepler généralisée. Et on isole là-dedans MC. Donc MC, ça va être la masse de l'objet central, qui va être la masse de la planète Terre. Donc ce qui reste, c'est KA3 sur MC. Et on fait les calculs. Fait qu'une constante fois le rayon d'orbite de la Lune, qu'on met exposant 3, divisé par la période de la Lune au carré. Et quand on fait ça, on obtient là, justement la masse de la planète Terre, qui est égale à 5,98 fois 10 à la 24 kg. Okay? Donc c'est le fun de la troisième loi de Kepler généralisée, c'est qu'on peut toujours l'utiliser pour trouver la masse d'un objet central. Fait que dès que vous avez là, dans mettons, le système solaire là, un objet, comme une planète par exemple, si la planète possède des lunes, c'est très 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 facile là, de faire le petit calcul comme ça avec la troisième loi de Kepler généralisée pour trouver c'est quoi la masse de la planète. Okay. Si vous avez une planète qui n'a pas de lune, ben là c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave parce que s'il y a au moins une planète dans le système solaire qui possède une lune, vous êtes capable de trouver d'abord la masse de la planète. Une fois que vous connaissez la masse de la planète, vous pouvez vous en servir là, vous pouvez trouver aussi la masse, mettons, de l'étoile. Et si vous connaissez la masse de l'étoile, ben là ça va bien pour être capable de trouver la masse des autres planètes, parce qu'on connaît déjà la masse de l'étoile. Fait que c'est la même formule, mais bon, c'est pas les mêmes inconnus qu'on a. Fait qu'on est capable de se débrouiller quand même. Fait que généralement, là, on est capable de
utiliser ça pour déterminer c'est quoi la masse des étoiles et des planètes et même des objets, des lunes, par exemple, là, dans un système solaire quelconque. Okay. Ou en tout cas, dans n'importe quel système où on a un gros objet autour duquel tournent des objets plus petits. Et d'ailleurs, cette technique-là, utiliser la troisième loi de Kepler généralisée pour trouver la masse d'un objet central, vous allez l'utiliser vous-même quand vous allez faire là, prochainement dans la session un petit laboratoire là, qui s'appelle la masse de Jupiter. Donc, j'en reparlerai quand ce sera le temps, mais Jupiter, c'est une planète qui contient plusieurs lunes et elle contient entre autres là, ce qu'on appelle les 4 satellites principaux, donc comme les 4 lunes, si vous voulez, de la planète Jupiter qui sont celles-ci. Puis, évidemment, on peut supposer que la masse de la planète Jupiter est beaucoup plus grande que la masse de chacune de ces lunes. Hein. Fait qu'on est véritablement dans l'approximation là, où la masse de l'objet central est plus grande, beaucoup plus grande que la masse des objets qui sont en orbite. Donc, on va avoir tout à fait le droit d'utiliser cette équation-là. Et vous allez l'utiliser, dans le fond, pour trouver la masse de l'objet central, qui va être la masse de Jupiter. Essentiellement, vous allez faire le calcul, vous allez faire comme 4 fois la même, vous allez comme utiliser 4 fois cette équation-là. Vous devriez trouver environ 4 fois la même masse et vous pourrez faire la moyenne là, de la masse là, à la fin pour donner votre réponse finale. Donc, c'est un exemple appliqué qu'on fera là, justement un peu plus tard dans la session quand on fera le laboratoire là, qui s'appelle la masse de Jupiter. Donc, voilà pour cette section-là. Donc, ça termine la section S. S05. Puis voilà, fait que ça vous a aidé à comprendre un petit peu l'aspect historique, là, comment on a réussi à comprendre et à débloquer là, sur la compréhension de la gravité. Puis voilà, fait qu'à la prochaine section, vous allez voir, on va aller comme encore plus loin. On va faire un petit peu l'équivalent de ce qu'on a vu maintenant, mais là, on ne parlera pas de gravité, on va parler d'une théorie encore plus complexe, qui est la théorie de la relativité d'Einstein. Donc ça s'en vient dans la section S06. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine!